Sophie Larmoyer est l'invitée des Carnets sur Europe 1 ce soir. Sylvie Goulard, députée européenne du Modem et auteure de nombreux livres sur la construction européenne, dont le dernier, Goodbye Europe, publié chez Flammarion. Sylvie Goulard qui est en ligne avec nous depuis sa circonscription. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous apporter votre regard d'européenne sur ces défis qui se posent aujourd'hui. On est à la veille d'un week-end important avec les votes en Italie, on en parlait, mais aussi en Autriche où un candidat d'extrême droite peut emporter la présidence. Même si ce sont deux situations très différentes, c'est vrai que les deux suscitent des inquiétudes et qu'on a parlé un petit peu de délitement de l'Europe. Alors, l'Italie d'abord, on vient d'en parler avec Virginie Riva, c'est un pays que vous connaissez très bien. Qu'est-ce que cette situation vous inspire ? Tout d'abord, je voudrais faire un petit commentaire sur le reportage qui laissait entendre que ça aurait été l'Union européenne qui a demandé cette réforme à l'Italie. Absolument pas. C'est une décision de M. Renzi, peut-être pour faciliter des réformes qui, elles, sont réclamées par l'Union européenne, mais l'Union européenne ne se mêle pas de l'organisation constitutionnelle des États membres. C'était un Italien, un témoin qui disait ça, effectivement. Oui, un témoin qui disait ça. Non, mais je crois qu'il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté pour les auditeurs. La deuxième chose qui m'a frappée, c'est que, vous savez, Matteo Renzi est arrivé au pouvoir avec un slogan qui s'appelait « Mettre la classe politique à la casse ». Il a appelé à un rajeunissement, qui était plutôt nécessaire d'ailleurs, de la classe politique. Ce qui est assez amusant, si j'ose dire, c'est que ça n'a pas duré longtemps avant que lui-même se retrouve la cible de personnes qui souhaitent un changement, peut-être d'ailleurs de manière assez naïve. C'est ça que je veux dire pour les auditeurs. On a vu Renzi est arrivé au pouvoir, il avait promis des monts et merveilles, il a fait certaines réformes. À mon avis, la plus importante est la réforme du droit du travail qu'il a faite pour essayer de lutter contre le chômage des jeunes. Mais cette réforme constitutionnelle, personne ne l'a lui demandé et il a été au départ, si j'ose dire, un peu matamor. Il a associé son nom à une réforme qu'il était obligé de faire il était obligé de passer par le référendum, que votre correspondant l'a très bien souligné. Donc on a un peu l'impression de l'arroseur arrosé. Et j'invite les auditeurs à peut-être réfléchir au fait que c'est peut-être pas en changeant de toute façon les hommes politiques à tour de bras, surtout quand ils sont aussi jeunes que M. Renzi, qu'on va trouver la bonne solution. Il y a peut-être des problèmes qu'on ne règle pas parce qu'on ne les aborde pas correctement. Et vous trouvez que Matteo Renzi il est assez injuste avec l'Europe, par ailleurs, dans sa campagne ? A parfois attaqué l'Union européenne sans discernement et avec une violence qui me surprend, dans la mesure où on n'a pas le droit de dire, par exemple, que ce serait l'Union européenne qui empêche de reconstruire les maisons après le tremblement de terre. Ça, c'est faux. Le principal obstacle pour les Italiens, c'est qu'ils ont une dette à hauteur de 130% de la richesse nationale et que s'endetter au-delà, de toute façon, ça vous met dans les mains des marchés financiers. Surtout quand votre secteur bancaire n'est pas en très bon état. Donc je crois on peut vouloir réformer l'Europe. Il y a des choses qui ne vont pas et il faut pouvoir le dire. Il n'y a pas de tabou. Mais encore faut-il le faire d'une manière constructive et non pas pour se faire mousser sur le dos de l'Union européenne en disant des choses fausses. Sans vouloir dramatiser excessivement, s'il y a des élections anticipées, on sait que le mouvement populiste de 5 étoiles de Beppe Grillo est très bien placé pour finalement remporter ces élections, même si une élection n'est jamais jouée d'avance. Et Beppe Grillo, c'est pas exactement un ami de la construction européenne, c'est quand même inquiétant, embêtant. Oui, mais encore une fois, ça sera probablement le résultat d'erreurs qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'Europe, c'est ça qui est très triste. D'autre part, encore une fois, comme cela a été très bien dit dans votre reportage, on peut imaginer que le président de la République demande soit à Matteo Renzi, soit à quelqu'un d'autre, y compris un homme politique. D'ailleurs, vous avez parlé d'un gouvernement technique, mais ça pourrait être aussi une autre configuration politique, de prendre la tête du pays. Matteo Renzi a quand même dérobé le pouvoir à Enrico Letta dans un coup de force. S'il se retrouve maintenant victime de procédés un peu brutaux, peut-être que finalement on va retourner à un mode de fonctionnement du pouvoir un peu moins chaotique. En gros, vous nous dites que ce n'est pas la fin du monde si Matteo Renzi perd ce scrutin. Non, ce n'est pas à moi de le dire, ce sont les Italiens qui vont se prononcer. J'observe simplement qu'il y a des voies qui restent ouvertes et que ces voies sont importantes et que c'est dans les mains du président de la République italienne. Et je pense qu'il faut raison garder, il ne faut pas faire peur aux gens. La situation est grave. Elle n'est pas désespérée non plus. Alors, Sylvie Goulard, plus rapidement, le Brexit était l'expression d'un nationalisme. Ici, en France, il y a le Front National qui est très haut. C'est pareil aux Pays-Bas. En Hongrie, en Pologne, c'est la droite la plus conservatrice et anti-européenne, enfin, pas très pro-européenne en tout cas, qui dirige. Tout ça sur fond d'élection de Donald Trump. Et ce week-end, il y a cette élection présidentielle en Autriche avec l'extrême droite qui peut l'emporter. Comment fait-on pour regagner la confiance des citoyens et pour lutter finalement contre les nationalismes, pour éviter qu'on se recroqueville?
D'abord, moi je lance un appel à tous les modérés. Il est important que nous identifions les choses qui ne vont pas et que nous cessions de trouver des boucs émissaires et de dire que c'est l'Europe ou c'est la mondialisation. On le voit avec le Royaume-Uni. Vous avez cité le Brexit. Depuis 5 mois, le gouvernement britannique ne sait pas, en fait, comment s'en sortir. On a fait miroiter des solutions trop simples. Le monde est complexe. Il y a beaucoup d'interdépendances entre les pays sur le plan économique, mais aussi de la sécurité ou du climat. Et donc, il faut se garder d'invectiver les autres et d'avoir un ton qui, d'abord, il y a 2 erreurs. Soit on invective des choses extérieures, soit on n'en parle pas. Le débat sur la primaire, en France, a, à mon sens, été un débat très digne, mais qui est passé à côté de sujets absolument majeurs. On n'a pas parlé d'Europe. Du tout. On n'a pas non seulement parlé d'Europe, mais on n'a pas parlé de numérique, on n'a pas parlé de l'évolution du monde. En fait, le plus important, c'est pas d'être attaché à l'Europe par fétichisme, c'est de ne pas mentir, de ne pas vendre des solutions de souveraineté nationale qui, dans le monde d'aujourd'hui, n'ont plus de sens. C'est ça la vérité. C'est de regarder le monde tel qu'il est, la montée en puissance des pays émergents, la révolution technologique, les questions de sécurité, les mouvements migratoires ne connaissent pas de frontières. Merci beaucoup Sylvie Goulard de cet éclairage que vous apportez sur ces votes qui ont lieu dimanche et au-delà sur l'Europe aujourd'hui. Je rappelle que votre dernier livre est un essai publié chez Flammarion, Goodbye Europe, et j'ai envie de citer aussi l'Europe pour les nuls, toujours instructif. Merci, au revoir. Arrivederci, ciao. La suite des carnets nous fait faire un grand